Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de cette étude sur l'histoire de Dieu et de l'Église. Et aujourd'hui, je vais reprendre la datation là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire à partir du roi David. Alors rappelez-vous que nous avions parcouru ensemble précédemment 1000 ans d'histoire entre Jésus jusqu'au roi David. Mais maintenant, il est temps d'aller plus loin et on va survoler plusieurs milliers d'années ensemble pour arriver à la création de Adam et Ève. Alors dans la deuxième partie de cette vidéo, je donnerai aussi quelques compléments d'informations pour savoir où placer les hommes préhistoriques. Alors remontons le temps de David à Adam. Alors j'ai pris l'orthographe toujours qu'on retrouve dans Luc 21, Luc second 21, la Bible second 21, donc dans l'évangile de Luc, on retrouve donc une orthographe. Donc j'ai repris pour les noms que vous trouvez ici, même si c'est un peu petit, j'ai mis donc les noms tels quels qu'on les retrouve justement dans cette généalogie de Luc. Alors cependant, il faut quand même que vous sachiez que ces noms peuvent s'écrire de différentes manières. Alors nous avons premièrement, donc ici on retrouve David, mais on a ici Isaïe. Isaïe qui est aussi connu sous le nom de Jessé. Oui, c'est assez compliqué. Donc voilà, vous avez plusieurs noms pour le même personnage. Donc Jessé qui est né vers 1140 et qui est mort vers 1020 avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite Obed. Obed qui est né vers 1203 et qui est mort entre 1120 et 1100 avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite Boaz ou Boz, qui est né lui en 1283 avant Jésus-Christ. Alors, concernant ici Salmon, Nashon, Amminadab, Aram ou Ram aussi dans certaines traductions, Esron ou Etron, Peretz, là nous n'avons pas assez d'éléments qui nous permettent de fixer des dates. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on peut les situer entre 1300 et 1550 avant Jésus-Christ. Alors pour Judas, là aussi, nous n'avons pas malheureusement assez d'informations, à part le fait qu'on sait qu'il est mort à l'âge de 119 ans. Ensuite, nous avons Jacob ici. Donc Jacob, lui, il est né vers 1653 et il est mort vers 1506 avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite Isaac, on remonte là. Isaac, lui, il est né vers 1712 et il est mort vers 1533 avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite Abraham, qui est très connu, le père de la foi, qui est né vers 1812 et qui lui est mort vers 1637 avant Jésus-Christ, à l'âge de 175 ans. Alors, nous avons Terah ici, qui est le père d'Abraham, qui lui est né vers 1942, toujours avant Jésus-Christ, et qui est mort vers 1737 avant Jésus-Christ, et qui était âgé de 205 ans. Alors, Abraham est né lorsque Terah avait 130 ans, et pas 70 ans, comme pourrait le suggérer Genèse 11, 26. Alors, ce verset mentionne Abraham en premier en rapport à son importance. Mais attention, il n'était pas l'aîné. Donc il a été mis en premier parce que c'était lui le plus important, mais ce n'est pas l'aîné de la famille. Alors nous avons plusieurs passages qui nous mentionnent justement qu'après la mort de son père, donc Abraham est parti habiter dans le pays de Canaan. Alors nous avons Acte 7, verset 4, Genèse 1, 11 et 12 aussi, qui mentionnent ce fait. Et donc Abraham avait alors 75 ans, et 25 ans plus tard, il donnera naissance à Isaac, son fils. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, Terah est mort à l'âge de 205 ans. Donc 205 ans moins 75 ans, on arrive à 130 ans. Donc Terah avait donc 130 ans lorsque Abraham est né. Nous avons ensuite donc Nahor, qui lui est né vers 1971 et qui est mort vers 1823 avant Jésus-Christ à l'âge de 148 ans. Nous avons Séroug, ou Séruch ici. Donc Séroug, lui, il est né vers 2001 et il est mort vers 1771 avant Jésus-Christ à l'âge de 230 ans.
Nous avons Réu, ou Régou, Réu, plusieurs traductions là aussi. Lui, il est né vers 2033 et il est mort vers 1794 avant Jésus-Christ à l'âge de 239 ans. Nous avons ensuite Péleg, ou Félek ici. Donc c'est Péleg, plus couramment connu. Il est né vers 2063 et il est mort vers 1824 avant Jésus-Christ à l'âge de 239 ans. Nous avons ensuite Héber. Alors Héber, plusieurs orthographes aussi, ça peut être un H aussi. Héber est né vers 2099 et il est mort vers 1635 avant Jésus-Christ à l'âge de 464 ans. Nous avons Séla, ou ici Salah, qui lui, il est né vers 2129 avant Jésus-Christ et il est mort vers 1696 avant Jésus-Christ à l'âge de 433 ans. Et vous voyez que là, donc, les âges sont quand même assez grands. Nous avons Arpachshad. Kenan, on n'a pas de renseignements sur lui. Arpachshad, lui, il est né vers 2164 et il est mort vers 1724 avant Jésus-Christ. Mort à l'âge de 438 ans. Et ensuite, nous avons Sem. Sem, lui, il est né vers 2264 avant Jésus-Christ et il est mort vers 1662 avant Jésus-Christ à l'âge de 600 ans. Alors bien sûr ici vous retrouvez donc finalement cette descendance de Noé, Noé qui a eu Sem, Cham et Japhet, et ici donc dans la généalogie de Jésus on retrouve ici Sem. Donc Noé, alors Noé lui il est né vers 2764 et il est mort vers 1812 avant Jésus-Christ à l'âge de 950 ans. Nous avons Lamèche. Lamèche, il est né vers 2944 et il est mort vers 2167 avant Jésus-Christ à l'âge de 777 ans. Et nous avons ici Mathusalem, Métuchélam, etc. Beaucoup d'autres Mathusalah, beaucoup d'autres noms aussi qui sont semblables. Donc Mathusalem, lui, il est né vers 3133 avant Jésus-Christ et il est mort en 2164 avant Jésus-Christ à l'âge de 969 ans. Donc lui, c'est le patriarche le plus aîné, celui qui a vécu le plus de temps. Et là aussi, sachez que même si vous voyez des âges comme ça, 969 ans, il y a une raison pour cela, c'est par rapport à leur patrimoine génétique qui était parfait. Voilà, aujourd'hui, pour nous qui avons un patrimoine génétique totalement défectueux, c'est strictement impossible d'arriver à de tels âges. Bien qu'aujourd'hui, on a quand même des personnages aujourd'hui qui arrivent à des plus de 100, 120 ans encore aujourd'hui. Alors ensuite, donc ici, voilà, j'ai mis en rouge 2164. Et bien 2164, selon mes calculs, ça serait justement l'année où s'est produit le déluge. Et vous verrez que j'aurai l'occasion d'en reparler de cette date, mais en faisant d'autres recherches, pour moi j'ai vraiment une confirmation que 2164 c'est bien l'année du déluge, puisque on sait que lorsqu'il y a eu le déluge, il y a aussi un phénomène climatique, un dérèglement climatique vraiment majeur, et justement en cette période-là, 2164 avant Jésus-Christ, il y a bien eu un phénomène, un dérèglement climatique vraiment majeur. Voilà. Donc, pourquoi cette date? Eh bien, tout simplement parce que nous savons que le déluge a eu lieu alors que Noé était âgé de 600 ans, donc 2164 moins 600, ça fait... non, 2764 moins 600, ça fait 2164. 2764 étant bien sûr l'année de naissance de Noé. Mais nous avons d'autres indices qui nous permettent de dire cela, que l'année par exemple de Arpachshad, l'année de naissance de Arpachshad correspond justement à l'année de la sortie du déluge. Et donc beaucoup de choses comme ça correspond. Ensuite nous avons Enoch. Alors Enoch ou Enoch ici, qui lui est né vers 3196 et qui est mort vers 2831 avant Jésus-Christ à l'âge de 365 ans. Nous avons Yared ou Jared, qui lui est né en 3358 et qui est mort vers 2396 avant Jésus-Christ à l'âge de 962 ans. Il aurait pu égaler Mathusalem, mais il ne l'a pas fait. Nous avons aussi Mahalalel. Donc lui, il est né vers 3423 et il est mort vers 2528 avant Jésus-Christ à l'âge de 895 ans. D'ailleurs,
Ce qui est curieux, c'est que beaucoup utilisent vieux comme Mathusalem, alors que bon, Mathusalem, on sait que c'est un patriarche, vous savez que c'est un patriarche biblique, mais beaucoup même de païens utilisent ce terme en fait. Nous avons Kénan. Donc ce Kénan ici, il est né vers 3493 et il est mort vers 2583 avant Jésus-Christ, bien sûr, à l'âge de 910 ans. Nous avons Énoch aussi là, donc celui-là, Énoch ou Énos, bon, Énoch, rien à voir avec le Enoch ici, hein, deux Énoch différents. Donc Énoch est né vers 3583 et il est mort vers 2678 avant Jésus-Christ. Et ensuite là nous arrivons à Seth, la descendance de Adam et Ève. Bien sûr vous savez que Adam et Ève ont eu Abel et Caïn, mais ils ont eu Seth aussi, et bien d'autres enfants aussi bien entendu, qui ne sont pas mentionnés parce que les principaux sont mentionnés dans la Bible, mais pas les autres. Alors donc concernant Seth, eh bien lui il est né en 3688 avant Jésus-Christ et il est mort vers 2776 avant Jésus-Christ à l'âge de 912 ans. Et ensuite bien sûr nous avons Adam qui lui a été créé vers 3818 et qui est mort vers 2888 avant Jésus-Christ à l'âge de 930 ans. Alors comprenez hein, que cet âge de la création d'Adam en 3000 ici 3818, c'est un âge, comment dire, c'est une estimation. C'est une estimation d'après les calculs qui ont été faits en fonction de la généalogie qu'on retrouve dans Matthieu, mais généalogie qu'on retrouve aussi dans Luc. Mais aussi d'après les calculs aussi des différentes périodes de règne pour les rois. Tout cela doit se corroborer pour avoir une bonne généalogie. Donc c'est mon estimation. Sachez qu'il existe d'autres généalogies qui peuvent remonter jusqu'à 3760 et même 4004 avant Jésus-Christ. Mais nous avons d'autres généalogies qui se basent sur la traduction de la Septante, et là ils arrivent à une date de 5560 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc moi c'est mon estimation, c'est d'après mes calculs. Je ne pense pas m'être trompé, parce que les dates ici que l'on retrouve justement par rapport au déluge corroborent vraiment pas mal de choses. Donc pour moi je reste fixé sur cette date là. Mais quoi qu'il en soit, une chose que nous sommes sûrs, eh bien c'est que Adam et Ève sont apparus entre 6000 et 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, ça c'est sûr et certain. Alors peut-être que vous vous dites que ça ne colle pas avec les datations de certains ossements qui sont datés de plus de 100 000 ans par exemple. Cependant, dans le cours sur Dieu, mythe ou réalité, j'ai mentionné le manque de fiabilité de la datation radiométrique. Par exemple, la datation au carbone 14, le fameux C14. Alors j'avais donné plusieurs preuves de ces erreurs, comme les datations faites après l'éruption du mont Sainte-Hélène, qui a eu lieu en 1980, donc un an après ma naissance. Eh bien, ces études, finalement, les études des roches volcaniques, les études classiques des roches volcaniques, qui ont nouvellement éclaté, eh bien, avaient démontré qu'elles étaient vieilles de plusieurs millions d'années, alors que ces roches ont été formées en 1980, lors de l'éruption. Comme vous savez, il y a la lave qui part, et ensuite la lave durcit, ça devient une pierre. Eh bien, ces pierres-là, elles ont été datées de plusieurs millions d'années, alors que non, c'est 1980 la date de naissance de cette pierre. Voilà. Alors en Australie, nous avons aussi du bois qui a été retrouvé dans du grès. Alors cela nous donne finalement quelques indices intéressants sur la formation des roches et de la présence des arbres. La datation conventionnelle du grès donne un âge de 230 millions d'années. Le bois n'est pas vieux de 230 millions d'années. D'ailleurs,
la datation au carbone 14 du morceau de bois à l'intérieur du grès, eh bien, a donné une date de 34 000 ans. Là aussi, attention, parce que les datations carbone 14, comme je le dis, elles ne sont pas toujours très fiables. Donc, bon, on est quand même loin là des millions d'années. Donc, comment finalement un morceau de bois qui est vieux de 34 000 ans s'est retrouvé dans du grès vieux de plusieurs millions d'années? Je vous pose la question. C'est strictement impossible. Donc, cela veut dire que ce morceau de grès est tout aussi vieux finalement que le morceau de bois. Eh oui. Je sens que vous n'êtes pas encore convaincu, mais on va aller plus loin et vous allez voir que au fur et à mesure, et d'ailleurs dans Dieu, mythe ou réalité, j'ai détruit pas mal de fondements que les évolutionnistes ont, et ici je vais encore en démolir pas mal. Démolir les certitudes comme quoi on est vieux de plusieurs milliards d'années, plusieurs millions d'années. Alors, comme vous le savez maintenant, il existe plusieurs méthodes de datation, et en utilisant ces méthodes de datation sur une seule roche, eh bien, on peut obtenir des résultats différents en utilisant donc ces fameuses plusieurs méthodes de datation. Eh bien, on arrive pour certaines méthodes de datation à plusieurs millions d'années, et pour d'autres, les plus extrêmes, on arrive à plusieurs milliards d'années. Il y a un problème. Donc ça, c'est bien une preuve que ces datations radiométriques ne sont pas fiables. D'ailleurs, une dernière datation d'un squelette avait donné un âge de 140 000 ans. Mais le problème, c'est que ce squelette a été retrouvé dans une barque. Et dans cette barque, bien sûr, a été analysée. Et la datation a donné moins de 10 000 ans. Donc il y a un problème. Comment, finalement, on peut expliquer qu'un homme vieux de 140 000 ans se retrouve dans une barque de moins de 10 000 ans? Trouvez-moi le truc. Essayez de m'expliquer ça. À moins d'avoir cherché un squelette, de l'avoir mis dans la barque, et puis voilà, hop, c'est bon. Non, non, il y a un problème quand même. C'est assez gros. Hein. Donc, comme vous le savez, eh bien, le combat continue de faire rage entre justement les évolutionnistes et les créationnistes, entre ceux qui croient que l'homme descend du singe, et puis et d'ailleurs qui croient justement qu'on est fruit d'une évolution sur plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'années aussi, parce que là aussi tous les scientifiques évolutionnistes ne sont pas en accord avec cela. Et nous avons aussi d'un côté donc les créationnistes qui croient que l'homme a un ancêtre commun, donc Adam et Ève, et qui est vieux de moins de 10 000 ans. Donc quoi qu'il en soit, eh bien, ce sujet sera traité plus en détail dans une étude beaucoup plus approfondie, beaucoup plus technique. Donc là, il faudra vraiment s'accrocher si vraiment ça vous intéresse. Alors bien sûr, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais juste effleurer certaines choses. Parce que je ne peux pas tout aborder, et je n'ai pas pu non plus aborder cela dans le cours sur Dieu, mythe ou réalité. Donc, une étude beaucoup plus approfondie sur ce sujet. Maintenant, allons plus loin. Voilà. Ce que je vais tout de même faire, c'est donc un peu aborder ce sujet, afin que ceux qui découvrent cette chaîne puissent avoir une meilleure idée concernant la création d'Adam par Dieu, d'un côté, et aussi, d'un autre côté, ce que les évolutionnistes nous enseignent. Alors, lorsque je parle d'évolutionnistes, eh bien, je parle de ceux qui prônent la théorie de l'évolution, cette fameuse théorie darwinienne. Darwin qui lui-même, d'ailleurs, je le répète, a dit que si vous ne trouvez pas les chaînons manquants, vous devez renoncer à ma théorie. Et bien sûr, ces chaînons manquants, depuis le temps de Darwin, n'ont toujours pas été retrouvés, mais cette théorie n'a pas été abandonnée. C'est quand même curieux. Donc, les évolutionnistes, ce sont ceux qui prônent la théorie de l'évolution, à savoir que l'homme descend du singe et que cette évolution s'est faite sur plusieurs millions d'années. Donc, dans cette étude, eh bien, je vais en parler puisque celle-ci démarre à partir de la création de Adam et Ève. Et puisque je donne justement ces fameuses dates qui n'excèdent pas 4000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, et que la science finalement nous donne plusieurs millions d'années, eh bien, il faut que j'argumente et ce que j'affirme finalement. Tout d'abord, il faut relever que les scientifiques
ne sont pas tous d'accord ensemble concernant cette théorie de l'évolution. Tout comme les chrétiens d'ailleurs ne sont pas tous d'accord avec la théorie de la création. Mais venons-en à l'enseignement général donné par les scientifiques concernant l'apparition de l'homme. Alors pour les plus âgés comme moi, donc moi je suis né en 79, comme je l'ai dit, comme j'ai sous-entendu tout à l'heure, pour les plus âgés comme moi, rappelez-vous qu'à l'école, nous avions appris que l'homme descend du singe, et qu'à un moment donné, le singe s'est redressé et qu'il est devenu bipède. Rappelez-vous d'ailleurs qu'on vous avait donné des noms. Lucie par exemple. Lucie qui était l'ancêtre de l'homme. Alors, Lucie, c'était un australopithèque. Là, ici. Voilà. C'était celui-ci, australopithèque. Donc, Lucie, donc australopithèque, a été découvert en 1974 en Éthiopie. Alors, Lucie, c'était une femme. Un squelette féminin a été retrouvé, donc voilà. Et Lucie a été datée de 3,18 millions d'années. Elle a été considérée comme l'ancêtre de l'homme en raison de son squelette qui était adapté à la bipédie, c'est-à-dire la marche sur deux pattes. Il y avait donc, on a retrouvé donc sur son squelette 58 os on a retrouvé 68 os. Et ces 68 os, non 58, ont permis de donner cette information, qu'elle marchait sur deux pattes. Alors il faut savoir que Lucie mesurait 1,10 m, les bras levés, je voulais faire une blague, mais bon, 1,10 m, et son poids est estimé à 30 kg, tout mouillé. Alors les études des os ont donné un âge de 25 ans, et elles seraient donc les analyses post-mortem, bien sûr, les analyses, comment on appelle ça, les médecines légales, ont déterminé qu'elle était morte dans un accident, elle a fait une chute. Mais d'autres scientifiques ne sont pas de cet avis, parce que justement, les fractures pouvant avoir été causées après la mort. Bon, du coup, comme vous voyez, eh bien, sur ce point, eh bien, la communauté scientifique est divisée. Puisque nous avons certains qui affirment que Lucie est bien à l'origine de la lignée humaine, tandis que l'autre partie, qui est beaucoup plus nombreuse, estime que non. Alors, il n'est pas si sûr que cela, pour ces scientifiques, que Lucie soit à l'origine de l'humanité. Il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser, tout comme beaucoup d'autres scientifiques, que finalement Lucie n'était qu'un singe. Eh oui. De toute façon, quand on regarde un petit peu le faciès, quand on regarde un petit peu comment marchaient justement les australopithèques, l'allure, la morphologie de l'australopithèque, pour moi il n'y a pas de doute, c'est un singe, c'est pas un homme, ni un homme singe. Voilà. Alors de plus, il faut savoir qu'après, eh bien, il y a eu de nouvelles découvertes scientifiques. Donc Lucie, c'était en 1974, mais bien sûr, l'archéologie a continué. Et en 2001, il y a eu un nouveau squelette qui a été mis au jour, mais qui est beaucoup plus ancien encore que Lucie, et là, qui lui serait réellement l'origine de la lignée humaine, et on l'a nommé Toumaï. Toumaï qui lui est âgé de 7 millions d'années. Alors Toumaï, vous le retrouvez ici. Voilà, ça c'est Toumaï. Donc lui, il a été découvert au Tchad en 2001 donc. Il mesurait 1 mètre pour un poids de 35 kg. Bon, ici, il était un peu plus grand. Lui aussi se serait déplacé sur deux pattes. Alors, là, de nombreux scientifiques, mais aussi de nombreux journalistes, eh bien, ont déclaré avoir retrouvé le plus ancien représentant de la lignée humaine. Waouh! Quel tapage médiatique que ça a pu faire à ce moment-là. Enfin, on a retrouvé l'origine de l'homme. Bon. Mais là encore, eh bien, la communauté scientifique est divisée. Alors nous avons certains scientifiques athées
qui disent que le crâne de Toumaï n'a pas les caractéristiques montrant un passage entre le singe et l'homme, mais que celui-ci correspond beaucoup plus à un crâne de femelle gorille. Et en effet, si vous examinez bien ce crâne, eh bien, vous voyez qu'il ne s'agit que d'un singe. Donc, bref, ces scientifiques-là veulent tellement prouver que l'homme descend du singe qu'ils sont prêts à nous faire gober n'importe quoi. Et malheureusement, beaucoup sont en train de gober tout ce que ces scientifiques-là sont en train de nous raconter. Ils ne vont même pas vérifier si c'est vrai. Et d'autres scientifiques confirment cela. Ils vont même jusqu'à affirmer, grâce à une analyse plus approfondie du squelette de Toumaï, que Toumaï, finalement, n'était pas bipède, mais bien quadrupède, c'est-à-dire qu'il se déplaçait sur 4 pattes. Donc, Toumaï est bien un singe, mais si vous faites des recherches concernant la lignée évolutive de l'homme, vous allez le retrouver finalement ici, l'évolution, The Human Story. Vous allez le retrouver comme faisant partie de la lignée humaine, tout simplement, comme faisant partie de cette évolution du singe vers l'homme, de l'animal vers l'homme. Et finalement, assez régulièrement, les archéologues sortent de terre de nouveaux spécimens et font aussitôt une grande publicité. Publicité affirmant que les scientifiques ont mis au jour un nouvel ancêtre de la lignée humaine, etc. Mais à chaque fois, il existe toujours une controverse scientifique. Les examens de squelettes montrent que finalement, à chaque fois, il ne s'agit que de singes. Mais allons plus loin maintenant. Et remontons cette lignée humaine. Rappelez-vous de vos cours d'histoire. Moi, je me rappelle encore de mon institutrice et qui nous enseignait finalement qu'après Australopithèque est apparu l'Homo habilis, puis l'Homo erectus, l'Homo neanderthalis, nous avons aussi l'homme de Cro-Magnon et pour finir l'Homo sapiens. L'Homo sapiens donc tout ça c'est parmi les plus connus finalement. Alors, je vous laisse la surprise pour l'Homo sapiens à la fin. Concernant l'Homo habilis, il était considéré comme faisant le lien direct entre l'évolution de l'Australopithèque et le passage à l'Homo erectus. Mais aujourd'hui, là aussi, de nombreux scientifiques ne sont pas convaincus, parce que certains considèrent qu'il faut ranger l'Homo habilis parmi les Australopithèques, tandis que d'autres veulent le ranger parmi les Homo erectus. Et oui, donc même là, l'Homo habilis est en danger. La raison vient du fait que les ossements découverts des spécimens considérés à tort comme étant ceux de Homo habilis sont trop différents. Certains présentent des traces de bipédie et d'utilisation d'outils en pierre, tandis que d'autres non. Les volumes crâniens aussi des squelettes aident aussi à fixer une limite pour savoir où placer ces Homo habilis. Bref, comme de nombreux scientifiques, je suis en désaccord concernant le fait de ranger les Homo habilis parmi la lignée humaine. Les caractéristiques d'Homo habilis, ou donc Homo habilis qui est ici, ou de Homo rudolfensis qui est similaire à habilis, donc ici ils sont encore similaires aussi, suggère que la ressemblance approche plus à l'Australopithèque et donc un singe. Et oui, tout simplement, ce sont des singes. Ce qui est le plus intéressant arrive maintenant avec l'Homo erectus. Certains spécimens étant un peu moins développés ont été rangés dans la catégorie habilis, ce qui permet finalement d'entretenir une confusion. Mais comme vous le savez, il porte son nom à cause de la position exclusivement debout. Son nom, ça signifie homme debout ou homme dressé. Mais là encore, les scientifiques sont divisés. Certains affirment qu'Homo erectus est la transition entre Homo habilis et Homo heidelbergensis. D'autres aussi affirment qu'avant Homo erectus, il y avait Homo ergaster. Alors, ici, voilà, Homo erectus, Homo ergaster. Et j'ai pas mentionné cela de Homo, il y en a plein d'autres, donc voilà. Je survolerai peut-être cela après. Alors, sans oublier que
ceux qui affirment que le terme Homo erectus ne pouvait être aussi réservé qu'aux spécimens découverts en Asie. Alors pourquoi tant de divisions? Eh bien en raison finalement des différences entre les squelettes, certains étant beaucoup plus petits que d'autres. Parmi les observations qui ont pu être faites, par exemple, eh bien, on constate que les crânes, certains crânes sont plus gros, d'autres sont plus petits. Même les crânes sont différents, certains ayant par exemple de plus grosses orbites que d'autres. Nous avons aussi la colonne vertébrale qui présente elle aussi de nombreuses différences. Mais il existe aussi une autre raison à ces divisions. L'Homo erectus, marchant sur deux pattes, pouvait se déplacer beaucoup plus loin et a donc conquis de nombreux territoires. Et en plus, il a eu beaucoup de temps pour le faire, puisqu'il a vécu entre 1,8 million d'années, selon les scientifiques évolutionnistes, jusqu'à 100 000 ans. Alors certains squelettes d'Homo erectus ont été retrouvés par exemple sur l'île de Java, et ils ont été datés de 27 000 ans. Donc vous voyez, même là, on a des exceptions. Donc on dit que Homo erectus a vécu de 1,8 million d'années jusqu'à 100 000 ans, mais là par exemple on a Homo erectus sur l'île de Java, 27 000 ans. C'est quand même une grosse différence. Alors concernant les squelettes ayant toutes les caractéristiques d'un singe, finalement ressemblant plus à Homo habilis et par conséquent à l'Australopithèque, eh bien ils sont à considérer comme des singes, comme de nombreux scientifiques d'ailleurs le suggèrent. A noter que l'Homo erectus mesurait entre 1,50 m et 1,65 m. Il pesait entre 45 et 55 kg. Sa capacité crânienne allait de 900 à 1200 cm3. Et si l'on fait une comparaison avec nous aujourd'hui, l'être humain, ou, je révèle, l'Homo sapiens que nous sommes, eh oui, nous sommes des Homo sapiens, voilà, ici, le présent, c'est l'humain, voilà. Donc ici, des Homo sapiens, c'est-à-dire nous, eh oui. Nous sommes des Homo sapiens, selon les scientifiques. Eh bien, l'homme moderne donc, mesure en moyenne entre 1,40 m et 2 m, et il pèse en moyenne dans les 60 kg. Et sa capacité crânienne s'étend de 1100 à 1700 cm3. Alors cette capacité crânienne de l'homme moderne est bien sûr une moyenne, parce qu'aujourd'hui de nombreuses personnes ont des capacités crâniennes autour de 1000 cm3. Alors en Europe, aux États-Unis, en Russie et dans de nombreux autres pays, on peut remarquer qu'il y a des différences. Des différences morphologiques par rapport à d'autres pays qui sont situés, par exemple, qui se situent en Afrique, en Amérique du Sud, ou même dans certaines ethnies vivant loin de toute civilisation. Par exemple, nous pouvons constater parmi le groupe ethnique des Pygmées, qui se trouve en Afrique, c'est-à-dire un groupe de chasseurs-cueilleurs, eh bien on peut remarquer une différence dans la taille. Ils mesurent tous en dessous de 1,50 m. Ah. Et dans la même catégorie, eh bien nous retrouvons aussi les aborigènes d'Australie, dont certains vivent encore comme au temps préhistorique. Et je pourrais aussi mentionner les Indiens d'Amazonie. Toutefois, il est intéressant de noter que ces personnes présentent des caractéristiques morphologiques totalement différentes. Nous constatons, outre la différence de taille, la capacité crânienne qui est beaucoup plus petite. Alors, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que la capacité crânienne est beaucoup plus petite que nous sommes beaucoup plus intelligents qu'eux. D'ailleurs, les premiers hommes qui ont vécu étaient beaucoup plus intelligents que nous. Ça, on en a la preuve. N'oubliez pas qu'ils ont inventé quand même beaucoup de choses. Ils ont inventé la roue, ils ont inventé le feu, etc. Voilà. Bon, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire la même chose. Donc, cette capacité crânienne n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence ou le quotient intellectuel. Vous avez des personnes qui ont une grosse tête et qui pourtant elle est totalement vide. Et inversement, vous avez des personnes comme Anatole France par exemple, qui est prix Nobel de littérature en 1921, qui avait une capacité crânienne inférieure de 1000 cm3. Ok ? Donc, on constate quand même une différence de taille et une
une capacité crânienne beaucoup plus petite chez les personnes qui habitent, par exemple, chez les aborigènes, que en rapport avec un Européen. Par exemple, si vous me mettez, moi, à côté d'un pygmée de 1,50 m, ben, j'avais un vertige. Je fais 1,93 m. Voilà, donc quand même, il y a une grosse différence de taille. La tête est totalement différente. Ma tête, elle est assez grosse. Elle n'est pas remplie, je vous rassure. Mais ma tête est assez grosse. Et comparée au pygmée à côté, eh ben, sa tête, elle est toute petite. Donc, elle pourrait quasiment tenir dans ma main, quoi. Donc voilà. Alors pourquoi faire ces comparaisons? Eh bien, si certains Homo erectus sont à considérer comme des singes, en raison de leur morphologie, eh bien d'autres Homo erectus sont à considérer comme des hommes. Alors, attention, comme des Homo sapiens, selon le terme scientifique. Les découvertes archéologiques, là aussi, je vais en reparler après, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu Homo erectus, bah c'est vrai que le visage comme ça, il pourrait nous faire penser à des gens qui habitent en Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Donc, les découvertes archéologiques ont mis à jour justement de nombreux crânes d'Homo erectus. Et ces crânes ont fait justement l'objet de reconstructions faciales, comme vous voyez ici. Donc ces reconstructions faciales sont faites à l'aide de cire. Et certains scientifiques, adeptes de la théorie de l'évolution, ont volontairement justement accentué les traits, par exemple au niveau des sourcils, voilà, comme ici par exemple, on fait un plus gros front quand même, pour donner réellement l'impression d'être face à un homme singe. Mais d'autres scientifiques ont repris ces mêmes crânes et les ont remodelés en respectant cette fois-ci la morphologie du visage. Et étonnamment, eh bien, on retrouve un visage similaire à celui que nous pouvons encore voir aujourd'hui dans certains pays, comme par exemple justement au niveau des aborigènes d'Australie ou Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme je viens de mentionner. Alors, pendant que l'Homo erectus continuait sa conquête des territoires, eh bien plusieurs autres Homo, entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui ça peut être prêté à confusion, mais on parle bien ici de cette évolution-là, ici des Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecessor, Homo habilis, etc. Eh bien plusieurs autres Homos se sont développés, et en fonction du lieu géographique où ils se trouvaient, eh bien la morphologie n'était pas la même. En bref, c'est ce que nous verrons lors du repeuplement à partir des enfants de Noé, donc Sem, Cham et Japheth. Donc, repeuplement après le déluge. Alors, parmi ces homos, entre parenthèses, eh bien, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est Homo neanderthalensis. Il est ici. Voilà. Il est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Donc, Homo neanderthalensis, ou homme de Néandertal, comme on l'a appris à l'école. On était quand même moins compliqué à l'école. Alors, des chercheurs ont retrouvé des squelettes de ce spécimen et y ont retrouvé de l'ADN. Et le séquençage de cet ADN a permis de découvrir qu'actuellement, dans la population mondiale, de nombreuses personnes possèdent justement les gènes néandertaliens. Alors, pour conclure sur ce sujet, eh bien, tous les squelettes retrouvés étant considérés comme Homo habilis, Homo australopithèque ou Homo ergaster qu'on retrouve ici, ne peuvent sérieusement pas être considérés comme passage de l'homme au singe. C'était des singes, point. Il y a aussi Georgicus, là, etc. L'Homo habilis ici. Tout ça, ce sont des singes. Toumaï était un singe, point. Il n'y a même pas à chercher à comprendre, vu leur tête, vu leur morphologie, ce sont des singes. Voilà. Mettez ça dans votre tête, c'était des singes, je répète. Alors, concernant l'Homo erectus, eh bien, certains sont considérés comme des singes, leur morphologie ne permettant pas de les identifier comme hommes, n'ayant d'ailleurs même pas la capacité musculaire ou osseuse pour se déplacer debout, et certains squelettes d'Homo erectus ayant toutes les caractéristiques humaines devraient, quant à elles, être placés dans la catégorie Homo sapiens. Voilà. Catégorie dont nous faisons partie selon les scientifiques.
Et je rappelle qu'aujourd'hui, suivant la zone géographique où nous nous trouvons, eh bien, la morphologie des habitants de ces régions diffère des habitants d'une autre région. Et aujourd'hui, nous le voyons clairement avec les différences morphologiques chez les Africains, les Asiatiques, les Européens, etc. Maintenant, reste à situer à quelle période ces premiers hommes ont pu vivre. Je dis bien ces premiers hommes, car lorsque Dieu a commencé à créer, eh bien, il a créé les animaux, puis il a créé l'homme. Et la théorie de l'évolution n'a pas sa place dans la création de Dieu. N'oublions pas qu'il a créé l'homme à son image. Nous sommes tous différents physiquement des autres animaux. En plus, d'ailleurs, nous sommes créés en 3 parties. N'oubliez pas, corps, âme et esprit. Tout comme Dieu, lui, il se manifeste en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le corps, qui est finalement notre enveloppe sur cette terre, notre véhicule, notre âme qui est le siège de notre volonté, le siège de nos émotions, le siège de nos pensées. Mais nous avons une chose supplémentaire par rapport aux animaux, nous avons un esprit qui est certes mort chez ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu personnellement, mais un esprit qui est vivant chez ceux qui l'ont rencontré personnellement. D'où une des raisons qui nous fait dire finalement que les hommes agissent comme des animaux. Parce que celui qui n'a pas rencontré Dieu, qui a un esprit mort, la plupart du temps, je ne dis pas tous, parce que certains sont quand même très bien posés dans la vie, mais quand même, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, bien sûr, qui sont totalement tordus. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à cette question, où situer la période à laquelle ont vécu ces premiers hommes. Je vous rassure, je termine très rapidement. Alors, est-ce que c'est il y a plusieurs millions d'années, comme le laissent sous-entendre les scientifiques, ou est-ce que c'est beaucoup plus tôt, comme la Bible le laisse sous-entendre? Alors, bien que j'ai déjà aussi abordé dans le cours Dieu, mythe ou réalité, eh bien je rappelle qu'une théorie n'est pas une science. Malgré tout, aujourd'hui, eh bien de nombreuses personnes, des scientifiques, des politiciens ou des athées veulent nous faire croire que la théorie de l'évolution est une science qui est prouvée. Or, il n'en est aucunement. La théorie de l'évolution reste une théorie, ce n'est pas une science. Et je rappelle que Darwin avait dit que si vous ne trouvez pas les chaînons manquants, il faut renoncer à ma théorie. Cette théorie qui n'est toujours pas renoncée. On continue encore à l'enseigner dans les écoles. Ça, c'est vraiment un gros problème. On pourrait se demander pourquoi. Eh bien que certaines études scientifiques démontrent clairement que cette théorie de l'évolution est fausse, eh bien on continue de l'enseigner comme une science. Donc, derrière, je rappelle qu'il y a une volonté de nuire à la foi. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens, plutôt que de faire front, finalement, commencent à se plier à cette théorie de l'évolution, entrant finalement dans un compromis malsain. Ils disent que la Bible, en particulier le premier livre de la Genèse, eh bien, lorsqu'ils lisent Dieu créa, ce fut le premier jour, eh bien, dans cette notion de jour, ils y voient plusieurs milliers d'années. C'est un gros problème. Comme si Dieu n'était même pas capable d'ailleurs de créer des choses en une seule journée. Ou que Dieu n'était pas capable de montrer la différence d'ailleurs entre la notion de jour et la notion d'année. Certains prennent d'ailleurs le verset disant que un jour est comme 1000 ans. Cependant, je rappelle que le contexte de ce verset qui nous dit que Dieu finalement n'est pas limité dans le temps. Nous, en tant qu'humains, oui, nous avons cette notion de temps, mais Dieu, lui, il est éternel, il est hors du temps. D'ailleurs, à ceux qui ne sont pas convaincus, eh bien, je vous pose la question. Combien de jours Jonas est-il resté dans le ventre du poisson? 3 jours ou 3000 ans? Et pareillement pour Jésus, puisque lui-même fait référence à cet épisode de Jonas. Au bout de combien de temps Jésus est ressuscité? Donc cette interprétation de l'apparition de l'homme il y a plusieurs millions d'années ne tient pas la route. Déjà, le calcul des généalogies nous fait remonter à 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, soit il y avait un monde avant la création de Adam et Ève, d'ailleurs c'est ce que certains soutiennent, soit c'est Adam et Ève qui sont réellement le premier couple, qui est réellement le premier couple.
Alors si avant la création de Adam et Ève, il existait tout un monde préhistorique, monde qui s'est développé sur plusieurs millions d'années, eh bien où sont tous les squelettes? Je vous pose la question. En toute logique, ces hommes préhistoriques devaient se reproduire pour assurer leur descendance. On appelle cela l'évolution. Et dans cette évolution, eh bien, il doit y avoir une croissance démographique. Croissance démographique chez les Australopithèques, croissance démographique chez les Homo habilis, puis chez l'Homo erectus, etc. Mais où sont passés ces millions d'individus? Sachant qu'en plus, les morts, ils étaient enterrés. Ils étaient enterrés avec quelques objets. Aujourd'hui, le sous-sol de notre Terre n'est plus un secret. On a les capacités, à l'aide de radars, de sonder le sol sur plusieurs mètres de profondeur. Il y a des techniques LIDAR, etc., qui permettent de scruter ce qui se passe dans le sol. Et de plus, n'oublions pas aussi tous les trous aussi qui ont été faits pour faire des fondations, pour chercher du pétrole, pour creuser des puits, pour creuser des mines, etc. Et malgré tout cela, eh bien, on ne retrouve que très peu de squelettes. C'est plutôt bizarre, n'est-ce pas? De plus, permettez-moi aussi de vous dire que si réellement il avait existé un monde avant Adam et Ève, alors bien toute la Bible et tous les enseignements que l'on y trouve sont faux. Et oui, le péché est seulement apparu avec Adam et Ève, c'est ce que toute la Bible nous dit. Alors comment expliquer que ce monde préhistorique a disparu? Avait-il déjà péché? Logiquement, non, puisque le péché est apparu avec Adam et Ève. De plus, le meurtre, c'est considéré comme un péché, si mes souvenirs sont bons. Alors pourquoi sur certains squelettes de préhistoriques, eh bien, la médecine légale a relevé des indices de mort violente? Il y a bien eu des meurtres. Donc non, il n'a pas existé de monde avant Adam et Ève. Avant la création de ce couple, eh bien, Dieu a créé le ciel et la terre, point. De plus aussi, comment expliquer que les premières écritures n'apparaissent qu'il y a 5000 ans? Alors pendant plusieurs millions d'années, l'homme singe évolue, il devient Homo erectus, il sait utiliser des outils en pierre, il sait coudre, il sait dessiner, rappelez-vous les peintures rupestres, mais il ne lui vient pas à l'idée d'écrire. Encore bizarre, vous ne trouvez pas? Pareillement pour l'agriculture. Pendant plusieurs milliers d'années, les hommes ne vivaient que de chasse, de pêche, de cueillette. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Je rappelle qu'il doit y avoir nécessairement une croissance démographique. Sinon, il y a extinction. Donc imaginez maintenant des groupes de plusieurs milliers de personnes qui vivent à la même zone. Imaginez toutes les bouches à nourrir. Et donc, il est strictement impossible que des groupes entiers ne se nourrissent que de chasse, de pêche, de cueillette. Et qu'il n'y ait d'ailleurs pas plus une évolution rapide vers la domestication des animaux et vers l'agriculture. Parce que très rapidement, plusieurs milliers de personnes comme ça, très rapidement, les réserves en animaux dans la forêt, les réserves en poissons, eh bien, auraient dû baisser. Les points de collecte des baies devraient rapidement faire défaut. Et de ce fait, il est impossible que ces hommes préhistoriques puissent survivre. Et je rappelle que la géologie, la génétique, l'astronomie, la cosmologie, l'archéologie, etc., nous présentent des preuves en faveur d'une création bien plus récente que les scientifiques partisans de la théorie de l'évolution veulent nous faire croire. Alors, concernant la génétique, un dernier rappel. Outre le fait que la génétique démontre que la théorie de l'évolution est une impossibilité, car les adeptes de cette théorie n'ont pas pris en compte finalement les mutations délétères, ils ont pris en compte que des mutations bénéfiques, et quand on arrive à ces mutations, on arrive à plusieurs, si on calcule bien, on arrive à plusieurs milliards d'années, c'est-à-dire qu'on est supérieur à l'âge de la création de la Terre, donc il y a vraiment un gros problème. Mais une étude génétique aussi qui a été menée sur de nombreuses personnes dans le monde entier a révélé que leur ADN avait des similitudes. Similitudes prouvant justement une origine commune. Alors, jusque-là, rien d'exceptionnel, puisque que ce soit les évolutionnistes ou les créationnistes, donc
ceux qui croient justement que la Bible dit vrai au sujet de la création, dans ce qui est raconté justement dans Genèse, eh bien, tous croient que nous sommes issus d'un seul et même couple, et que ce couple soit un couple de singes pour les évolutionnistes, ou que ce couple soit un couple nommé Adam et Ève, comme la Bible le déclare pour les créationnistes. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans le fait que les évolutionnistes ont appelé la femelle Ève mitochondriale et le mâle Adam Y chromosomique. Alors bien sûr, ces scientifiques se refusent de dire qu'il s'agit de l'Ève ou de l'Adam qu'on retrouve dans la Bible. Et les chercheurs en génétique se sont donc penchés sur cet ADN afin de déterminer une date de cette Ève mitochondriale et une date concernant cet Adam Y chromosomique. Et les dates retrouvées sont loin d'atteindre les millions d'années comme on devrait s'y attendre. La plupart des scientifiques croyants ou incroyants sont arrivés à moins de 10 000 ans. D'autres scientifiques sceptiques ont voulu recommencer les calculs et sont remontés à 60 000 ans. Et d'autres encore à 400 000 ans. Mais même si on prend ces derniers, eh bien nous sommes ces derniers qui sont quand même perplexes, qui ont voulu peut-être un petit peu forcer le trait quand même, eh bien on est quand même très loin des millions d'années attendus. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de reparler de cela dans une étude beaucoup plus approfondie, beaucoup plus technique, ultérieurement. En attendant, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette étude.